Voici la troisième et dernière partie de cette série de 3 vidéos sur cette réflexion que je vous proposais avec comme support l'article de Sylvie Simon. La disparition des maladies infectieuses n'est pas due au vaccin. On se pose donc la question en évoquant cet article, si ce que l'on entend dire depuis toujours, depuis que l'on est né quand on a moins de 70 ans, 75 ans, est-ce que ce sont bien les vaccins qui ont éradiqué les maladies? Voici donc un article pour réflexion. En première partie de vidéo, nous avions évoqué la tuberculose. En deuxième partie de vidéo, la poliomyélite et le tétanos. Et pour cette troisième partie de vidéo, nous allons encore donc évoquer l'hépatite B, les oreillons, la coqueluche. Mais tout d'abord, nous reprenons à cet endroit l'article de Sylvie Simon. Armée vaccinée. Dans l'armée française, la plus vaccinée des armées alliées, plus de 4 millions de vaccinations d'octobre 1936 à juin 1940. Le taux de morbidité tétanique par 1000 blessés est resté le même pendant la campagne de 1940 qu'avant ces vaccinations massives. Dans l'armée grecque, non vaccinée, la fréquence du tétanos au cours de la dernière guerre a été 7 fois moindre que dans l'armée française. Dans l'armée américaine, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y eut 10 millions de mobilisés, un demi-million de blessés et 12 cas de tétanos, 6 chez les non-vaccinés et 6 chez les vaccinés. Encore, comme tout à l'heure, où on avait 6 et 6 sur 12 cas aussi. En Belgique, le docteur Chris Goblom a rassemblé toute une série d'articles publiés dans The International Vaccination Newsletter de septembre 1996 qui corroborent les observations précédentes. On proclame volontiers que ce vaccin est le mieux toléré et le plus anodin, mais son innocuité est loin d'être démontrée. Les effets indésirables ne sont pas rares et peuvent être graves sur le court ou le long terme. Voilà, ça c'était pour reprendre. Donc c'est vrai que ça aurait dû faire partie de la deuxième vidéo. Voilà, c'était dans la continuité pour poliomyélite et tétanos au sein de l'armée vaccinée, des armées vaccinées, armée française, la plus vaccinée des armées alliées entre 1936 et 1940. Donc, ce dont on vient de parler ici, c'est bien le tétanos encore. Hein. Voilà, poliomyélite et tétanos. Nous étions dans ce paragraphe. Nous passons au vaccin anti-hépatite B. Il en est de même pour ce vaccin. Lors de la folie vaccinale de 1994, qui a permis de vacciner la moitié de la population française, la courbe de la Courlie, qui réunissait les échantillons sanguins provenant de la surveillance épidémiologique de 70 laboratoires d'analyse biologique dans la région lyonnaise, montrait que l'on avait 12 fois plus de cas d'hépatite B en 1978 qu'en 1992, 14 ans après. Cette courbe confirmait une nette diminution des cas observés depuis cette époque, donc avant la campagne publicitaire de 1994 en faveur du vaccin. Campagne dans les collèges et les lycées, et on a vacciné dans les collèges et les lycées. Était-ce bien un lieu pour un acte médical aussi important? Ça s'est pratiqué dans l'histoire de la France maintes et maintes fois de cette façon. Et encore en 1994. Avec un vaccin hépatite B, je vous rappelle, vous avez une vidéo à ce sujet, fabriquée par Sanofi Pasteur, dispensée par Sanofi Pasteur, pardon, qui a été condamnée donc avec ce vaccin hépatite B. Le 21 juin 2017, en cours de justice de l'Union européenne CJUE du Luxembourg, donc pour lien de cause à effet entre ce vaccin anti-hépatite B
et le développement d'une sclérose en plaques chez le plaignant qui a mené cette procédure avec sa famille et qui est décédé en 2011 alors que la décision de justice est intervenue bien longtemps après son décès, le pauvre, en juin 2017, 21 juin 2017. Vous avez cette vidéo, donc Sanofi Pasteur condamné pour vaccin hépatite B défectueux. Voilà, après ces campagnes de vaccination en 1994, donc. Entre 1963 et 1979, la fréquence de l'hépatite B était déjà réduite de 90%. Mais cette amélioration est évidemment attribuée aux seules vaccinations, alors que la baisse des cas correspond aux mesures prises pour éviter les transmissions par seringue chez les drogués, des contaminations par le sang chez les transfusés. Information aussi à bien ancrée dans l'histoire et tous les documents à prendre en compte pour faire une telle affirmation. L'hépatite B a disparu grâce à la vaccination. Quelles autres mesures ont été prises au même moment? Et est-ce que ce ne sont pas ces mesures qui permettent de conclure que l'hépatite B a baissé? Est-ce que ce n'est pas grâce à ces mesures que la maladie a régressé? Un constat devrait nous surprendre. Depuis l'obligation vaccinale pour le personnel de santé, la décroissance des cas aurait dû être 2 fois plus rapide chez eux que dans la population générale. Puisque là, on a 2 groupes à comparer, vaccinés, non vaccinés. Or, elle est identique. Il n'y a pas une régression 2 fois plus rapide chez les vaccinés. Encore une fois, vaccinés, non vaccinés, les courbes sont identiques. Le nombre de cas est identique. Passons à la rougeole. Flambée de rougeole. Aux États-Unis, en 1958, on répertoriait environ 800 000 cas de rougeole, mais en 1962, une année avant l'introduction du vaccin, ce chiffre était brusquement tombé à 3000. On aura un graphique au-dessous. Donc, c'est une newsletter de l'IAS, la source. Pendant les 4 années suivantes, donc après 1962, ce chiffre a continué de baisser alors que les vaccins administrés pendant cette période furent jugés par la suite parfaitement inutiles au point d'être abandonnés. Cependant, les vaccinations ont repris de plus belle dès 1978. Là, c'est incompréhensible. Et d'après le docteur Mendelssohn, la mortalité par rougeole a été multipliée par 25 depuis ces campagnes vaccinales. En résumé, aux États-Unis, la rougeole est en constante augmentation depuis les vaccinations. Il suffit de prendre les données chiffrées. Et un constat alarmant a été publié en 1995, c'était il y a 22 ans, par les laboratoires SmithKline-Beecham, le laboratoire lui-même. Alors, SKB, SmithKline-Beecham, aujourd'hui c'est GSK, GlaxoSmithKline. Donc, SmithKline-Beecham a publié en 1995 un constat alarmant, lui qui est pourtant laboratoire fabricant de vaccins. Les rougeoles ont été 18 fois plus nombreuses aux USA en 1990. 27 672 cas qu'en 1983, malgré une vaccination systématique contre la maladie depuis 1978. Je vous laisse reprendre pour les chiffres, je vais un peu vite, mais vous les avez aussi à l'écran si vous avez le temps à certains moments de reprendre les chiffres visuellement. Et puis sinon, vous écoutez, vous réécoutez, vous allez voir l'article sur le site, les chiffres ne changeront pas, ce sont ceux qui ont été communiqués sur des documents officiels écrits que Sylvie Simon est allée pêcher. Et en 2006, les CDC, Centers for Disease Control and Prevention, disease c'est DI, il y a une petite faute d'orthographe. Donc en 2006, les CDC signalaient que 89% des enfants d'âge scolaire qui avaient contracté la rougeole étaient vaccinés. En 1986, au Canada, le nombre de cas de rougeole était 7 fois plus élevé qu'en 1985.
La Suède a abandonné ce vaccin dès 1970 et l'Allemagne dès 1975. La France incrimine paradoxalement le faible taux de couverture vaccinale alors qu'elle atteint pourtant en moyenne plus de 95% et des chiffres alarmistes sont avancés pour pousser les gens, y compris les adultes, à se faire vacciner. Contre la rougeole, maladie infantile. Voici le fameux graphique dont parle Sylvie Simon en début de paragraphe sur la rougeole. Donc taux de mortalité pour la rougeole aux États-Unis, registre d'état des décès, donc de 1900 à 1932 et de 1933 à 1960, donc dans la newsletter de l'IAS. Vous l'avez à l'écran. On continue et on termine avec les oreillons et la coqueluche. Il en est de même pour les oreillons car on a constaté que les fortes couvertures vaccinales, environ 97,6%, n'empêchent pas l'apparition de la maladie. En avril 2006, une sérieuse épidémie d'oreillons s'est déclarée dans 8 États du centre des États-Unis. Ce fâcheux incident n'a pas empêché les CDC, Center for Disease Control, toujours aux États-Unis, n'a pas empêché les CDC de persister à affirmer que le vaccin est efficace à 90 ou 95% et que l'immunité dure alors plus de 25 ans, sans doute la vie entière. Ça y va fort dans des affirmations, alors que les études en double aveugle ne sont même pas faites. C'est le minimum du standard exigé pour les médicaments. Vous avez cette information de la part d'une ex-responsable des ventes chez GSK qui s'en insurge aussi et qui nous dit bien, GSK, GlaxoSmithKline, comme les autres laboratoires, ne sont pas tenus de faire des études en double aveugle. Comment peut-on accorder du crédit à l'efficacité d'un produit pharmaceutique, ici les vaccins, si ces études en double aveugle ne sont pas faites ? Qui a cette information en tête, des parents ou du personnel médical, quand ils vaccinent? Ce produit n'a pas été validé par des études minimales de sécurité et d'efficacité. Au Royaume-Uni, la mortalité par les oreillons a chuté à partir de 1915, alors que la vaccination n'est intervenue qu'à la fin des années 60. Encore une courbe. La voici, la voilà. Sur l'écran, c'est un peu juste. Voilà pour la mortalité en moyenne annuelle, donc par les oreillons en Angleterre et au pays de Galles, entre les années 1850 et 1960, date d'introduction du vaccin. La courbe, si vous regardez bien, donc en 1910, je vous remonte un petit peu. Voilà, vous avez ce dernier pic et elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, à pic, là aussi, à partir de 1910. Et jusqu'en 1950, où elle arrive presque à zéro. Or, le vaccin n'est introduit qu'en 1960. Vous avez la seringue sur l'écran. Alors, soit ce graphique est faux, est une invention, et là, on peut aller le vérifier, soit si c'est le bon, issu de la source qui est ici écrite sous ce graphique, l'introduction de la vaccination contre les oreillons est intervenue au moment où la courbe était presque à 0 cas de maladie. On ne peut donc pas imputer la disparition de cette maladie infectieuse infantile, encore une fois. Est-ce qu'il faut vraiment empêcher cette maladie? On ne peut donc pas imputer à la vaccination la disparition de cette maladie infectieuse que constituent les oreillons. Encore une démonstration de fait. Pour ce qui est de la coqueluche, des épidémies se sont déclarées dans des populations à couverture vaccinale très élevée, entre 81% et 91%, notamment en Afrique du Sud en 1988, 1989,
ou aux États-Unis, où le nombre de cas a doublé. Ainsi, en 1996, dans le Massachusetts, à vous, 218 étudiants furent atteints par la coqueluche, alors que 96 d'entre eux étaient vaccinés. 96% d'entre eux étaient vaccinés. 218 étudiants, donc 96% de ces 218 étudiants ont développé la coqueluche alors qu'ils étaient vaccinés. Le British Medical Journal of Medicine numéro 19 de 1995 mentionne des flambées épidémiques dans les pays où s'est généralisée la vaccination. On parle de la coqueluche. Et en 1998, le même journal signalait des épidémies de coqueluche en Hollande, Norvège et Danemark, malgré une couverture vaccinale de 96% dans ces pays proches. De son côté, le quotidien du médecin du 5 janvier 1994, c'est un petit peu plus proche dans les dates puisqu'on est à moins de 25 ans. Donc le quotidien du médecin du 5 janvier 1994, c'est le quotidien du médecin, c'est pas le magazine Voici ou Gala. De son côté, donc, ce quotidien, en 1994, signalait que des élèves avaient été contaminés par des camarades vaccinés. Oui, je comprends votre réaction. Parce que c'est à l'inverse des agressions que certains peuvent recevoir, comme quoi des enfants non vaccinés seraient dangereux et contaminants, potentiellement contaminants, en face des enfants vaccinés. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais cette affirmation ici en trois lignes demande vraiment à être regardée de bien plus près. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est encore plus vrai que juste 3 lignes. On répète, de son côté, le quotidien du médecin du 5 janvier 1994 signalait que des élèves avaient été contaminés par des camarades vaccinés et non le contraire comme on le prétend souvent. Le vaccin a fait disparaître les symptômes de la coqueluche, qui n'existe presque plus sous sa forme habituelle, mais il a fait apparaître des formes différentes de la maladie qui atteignent à présent les adultes et les adolescents avec plus de gravité la plupart du temps. La coqueluche est devenue une maladie de l'adulte. C'est paru dans ce journal donc de pédiatrie de 1991. Ça s'appelle aussi, en d'autres termes, le déplacement de symptômes ou le court-circuitage du symptôme. Vous savez, toute cette comparaison qu'on fait souvent avec la voiture et le tableau de bord, et si un voyant lumineux s'allume, c'est qu'il signale une anomalie ou tout du moins un souci électrique, si jamais ce n'est pas une panne inhérente, et qu'on l'amène chez le garagiste. Et si votre garagiste ne fait qu'éteindre le voyant qui clignote sans regarder si tout va bien dans le moteur, s'il n'y a pas une pièce à changer, si ça ne va pas vous mettre votre voiture en panne dès que vous allez repartir, seriez-vous content de ce professionnel quant à son intervention? Il éteint le voyant et puis vous repartez avec votre voiture aussi malade. C'est exactement pareil quand on fait taire le symptôme. On éteint le symptôme, on le rend silencieux, ce qui ne veut pas du tout dire que les processus morbides en arrière-plan ne continuent pas de se développer, mais ils deviennent silencieux et c'est beaucoup plus sournois. En 1980, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, claironnait l'éradication de la variole après avoir lancé en 1962, 18 ans auparavant donc, une dernière campagne d'éradication à l'échelle mondiale. Consciente que cette vaccination ne parvenait pas à enrayer le mal, l'OMS préconisa alors d'abandonner la vaccination de masse au profit d'une stratégie dite de surveillance-endiguement. Ces déclarations officielles du 28 novembre 1972 émanaient du chef du service d'éradication de la variole à l'OMS, le docteur Donald Henderson, 1972 donc.
Elles furent ensuite reprises, ces déclarations et ces préconisations, par le Monde du 21 décembre 1977 et par les affiches parisiennes et départementales. Ainsi, l'OMS reconnaît que la disparition de la variole n'est pas due à la vaccination systématique, mais bien à des mesures d'hygiène au sens large, seul rempart efficace à la propagation des germes. Une petite parenthèse là-dessus sur la propagation des germes. On est encore dans la théorie pasteurienne des germes qui sont la cause des maladies. On peut voir encore en face des lumières des nouvelles avancées de la biologie et dans la prise en compte des travaux, même déjà des contemporains de Pasteur comme Deschamps, que la théorie du germe responsable de la maladie est à revoir aussi. Petite parenthèse. Mais combien de personnes savent aujourd'hui que la disparition de cette maladie, la coqueluche, donc la variole, pardon, que la disparition de la variole n'est pas due à la vaccination de masse? Pose comme question Sylvie Simon dans son article. Et on va terminer là-dessus. Des facilitateurs de maladies. En résumé, pour attester de l'action bénéfique des vaccins, on se base sur le taux d'anticorps obtenu après une injection. Certes, tout antigène introduit dans l'organisme produit une réaction. La plupart du temps, le système immunitaire exprime cette réaction par la production d'anticorps, mais leur présence ne prouve pas qu'ils vont immuniser l'individu. Vous injectez n'importe quelle substance étrangère dans un corps humain, le système immunitaire va réagir. Dans certains cas, il fortifie la maladie et son facilitant. Leur mécanisme de régulation se trouve souvent débordé, ce qui fait que des combinaisons anticorps-antigènes appelées complexes IMIN restent en circulation dans l'organisme, occasionnant des maladies graves. Quant à leur durée de vie produite par un antigène vaccinal, ces fameux anticorps donc, elle est toujours plus courte que celle des anticorps naturels, ce qui indique que la vaccination met en jeu des mécanismes très différents, dont les fabricants ne connaissent pas non plus le fonctionnement. Dixit le docteur Saluzzo dans ses conférences de formation sur la vaccination aux étudiants médecins qui viennent donc pour se former. Docteur Saluzzo du laboratoire Sanofi. Il y a cette déclaration qui circule en vidéo sur Internet où dans sa conférence il dit « On ne sait pas en fait comment fonctionnent les vaccins ». Donc ce qui indique que la vaccination met en jeu des mécanismes très différents, et je persiste, et bien inconnus ou trop peu connus, des mécanismes très différents de ceux que provoque la maladie naturelle. Les vaccins facilitent l'émergence d'autres maladies, d'autant que le terrain est affaibli et se laisse assaillir, lapsus, pas inintéressant, et se laisse assaillir par des germes qui prolifèrent et deviennent virulents. C'est à ce phénomène que Mirko Gmerk, professeur d'histoire de la médecine à l'école des hautes études, donne le nom de pathocénose, qui peut expliquer les apparitions et les disparitions des épidémies. Ainsi, la vaccination antivariolique a rendu plus virulent le bacille de corps, ce qui explique le fléau de la tuberculose au XIXe siècle. La vaccination contre la diphtérie, couplée avec la vaccination anticoquelucheuse, a rendu virulent le virus de la polio. Aussi a-t-on eu des pics épidémiques quelques années après la vaccination systématique contre la diphtérie. Le vaccin contre la polio accompagné du cocktail prévu par le calendrier vaccinal a contribué à l'effondrement du système immunitaire et à l'installation d'un syndrome d'immunodéficience acquise. Ce cocktail a participé à l'installation d'un syndrome d'immunodéficience acquise. SIDA.
A. Autrement dit, sida. Je vous laisse continuer de glaner des informations qui viendraient confirmer ou infirmer cette démonstration. Notamment, encore une fois, mais ce n'est pas le seul livre en référence, le livre du docteur Léonard Horowitz, La guerre des virus, sida et Ebola. Le vaccin contre l'hépatite B complète les ravages causés par les autres vaccins et, s'attaquant au système nerveux de l'individu, il facilite l'installation de maladies auto-immunes qui favorisent un vieillissement prématuré. Les vaccins, de même que les antibiotiques, ne font que diminuer la vitalité du terrain, sa résistance naturelle, et l'altération du terrain devient une source de cancérisation. Et lorsque l'on considère qu'un enfant vacciné ne développe pas telle ou telle maladie et qu'il est immunisé, la réalité est bien différente. Il n'a plus la force de réagir. Les maladies chroniques s'installent chez ceux qui ont un niveau de vitalité, d'énergie très bas. En naturopathie, on dirait un terrain délabré. Ils ne font pas de réaction violente car l'organisme est sapé de l'intérieur. Et on termine encore pour étayer la démonstration, et il faudrait encore et encore et encore et encore plus, parce qu'il y a encore d'autres données factuelles qui permettent d'arriver à cette conclusion. Ici, Sylvie Simon nous parle des atteintes cérébrales. D'après Harry Coulter, éminent spécialiste américain de l'histoire des vaccinations, dans son livre Vaccination, Social Violence and Criminality, toute vaccination est susceptible de provoquer une encéphalite légère ou grave. Ce phénomène s'accompagne d'une détérioration des gaines de myéline dans le cerveau. Ces modifications pathologiques conduisent à des handicaps divers et des problèmes de comportement. Il est intéressant, entre parenthèses, de chercher encore plus d'informations sur cette détérioration des gaines de myéline. Par ailleurs, dans une autre vidéo et avec d'autres articles en dehors même de mes vidéos, vous trouverez et vous saurez que les gaines de myéline ne sont pas développées chez un enfant de moins de 24 mois. Ce qui, moi, m'a amené à une question toute bête. Si il est possible, même si ça n'est pas systématique, que les vaccins, en provoquant une encéphalite légère ou grave, il y ait ensuite détérioration à un degré qui sera au cas par cas, détérioration des gaines de myéline dans le cerveau. Si ces encéphalites légères, qui peuvent plus ou moins ne pas être détectées, être prises pour autre chose, ont lieu chez des enfants de moins de 24 mois dont les gaines de myéline ne sont pas encore développées, est-ce qu'elles vont se développer correctement? Question. Ces modifications pathologiques conduisent à des handicaps divers et des problèmes de comportement. On considère qu'aux États-Unis, un enfant sur 5 a subi des atteintes cérébrales. Toute manifestation démyélinisante, donc où la gaine de myéline se détériore, toute manifestation démyélinisante subite semble être directement imputable aux vaccinations, d'autant que des chercheurs ont découvert une similitude entre certains virus et la structure protéidique de la myéline. Merci à l'esprit très pointu de Sylvie Simon et à son travail fouillé, parce que ce ne sont pas des données que vous trouverez tous les jours dans le journal que vous allez ouvrir ce soir ou demain matin. Cette découverte capitale explique pourquoi nombre de maladies auto-immunes apparaissent après la vaccination.
Le corps ne reconnaît plus l'antigène à combattre et s'attaque à ses propres cellules, entraînant des maladies très invalidantes sur le long terme. Actuellement, les immunologistes s'interrogent sur les poussées épidémiques qui surviennent dans les populations vaccinées et ce constat est évidemment embarrassant pour eux car, à l'évidence, il s'agit d'une faillite de la vaccination qui non seulement a de terribles effets pervers mais n'a jamais éradiqué une maladie. Je sais, c'est une affirmation choc pour qui fonctionnait dans la croyance que l'on peut comprendre, parce que tout le monde, avec ou sans enfant, je crois, tout être humain normalement constitué, a toujours rêvé un jour qu'il y ait un remède pour éviter ces maladies qui ont fait mourir tant de personnes au siècle précédent et donc au 19e siècle, siècle de Pasteur. Bien sûr qu'on a toutes et tous eu envie d'y croire, à tel point qu'on en est devenu